Des archéologues ont entamé d'importantes fouilles sur le site romain de Pompéi. La ville fut détruite il y a près de 200 ans suite à l'éruption du mont Vivius. Et si le plus grand secret de Pompéi n'était pas enfoui sous les cendres mais scellé en dessous? Début 2025, des archéologues ont mis au jour une chambre forte que personne n'était censé découvrir. Il s'agit de la petite pièce située juste à côté de l'écurie. On peut constater à quel point elle est exiguë. Nous supposons que ces villas de banlieue recèlent une grande richesse. Des parchemins capables de distordre les champs magnétiques, un homme aux poumons exempt de cendres et un alignement cosmique qui ne se produirait pas avant des décennies. Voilà ce qu'ils ont découvert derrière la porte de basalte. Mais ce qu'ils ont trouvé a bouleversé même les scientifiques les plus aguerris. Vous voudrez savoir ce que recelait ce coffre et pourquoi il nous attendait peut-être, le coffre que personne n'était censé trouver. Depuis des siècles, Pompéi est une capsule temporelle hantée figée sous les cendres murmurant des secrets à travers ses murs en ruine et ses corps figés dans le plâtre. Mais début 2025, des archéologues travaillant près de la porte de Portoloin ont découvert une anomalie radar qui contredisait toutes les cartes connues de la ville. Sous une villa déjà fouillée, un radar à pénétration de sol a détecté une cavité parfaitement rectangulaire scellée sous des débris volcaniques solidifiés. Ce qu'ils ont découvert ensuite a stupéfié même les experts les plus chevronnés, une chambre souterraine cachée intacte depuis l'éruption du mont Vivius il y a près de 200 ans. Ce n'était ni une chambre funéraire, ni un entrepôt. C'était tout autre chose. Le plafond voûté était encore intact. Le sol était recouvert d'une mosaïque noire et blanche aux étranges motifs concentriques jamais vus auparavant dans les maisons romaines. Mais la véritable surprise survint lorsqu'ils forcèrent la porte scellée en pierre. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de coffres en bois carbonisé mais conservés, disposés en demi-cercle autour d'un piédestal supportant ce qui semblait être une sphère de bronze. Les premiers examens révélèrent que cette sphère était un orrery, une ancienne maquette mécanique du système solaire d'une précision étonnante. Elle représentait non pas 5, mais 8 planètes. Ce détail à lui seul a semé la panique chez les érudits. Pluton était absent, mais Uranus et Neptune, qui ne furent officiellement découverts qu'au 18e et 19e siècles, y figurent. Plus troublante encore était l'inscription à la base de l'Ori en osque, une langue qui avait presque entièrement disparu au moment de la destruction de Pompéi. On pouvait la traduire approximativement ainsi: « Les veilleurs de la flamme connaissent le mouvement du ciel ». Tandis que certains rejetaient cela comme une absurdité ésotérique, d'autres soulignaient d'étranges similitudes avec les croyances des prêtres astronomes de l'ancienne Babylone, qui voyaient la flamme des dieux se déplacer par cycles dans le ciel, une préfiguration du mouvement planétaire. Mais voici le plus surprenant: des plaques de bronze, gravées de cartes stellaires et d'éclipses lunaires, étaient incrustées dans les murs. Des astronomes de l'Université de Naples ont utilisé un logiciel de simulation pour reconstituer ces configurations célestes. Effet étonnant. L'une des plaques représentait un alignement solaire qui ne se produirait qu'en 2043. Cet alignement était bien réel, mais comment quelqu'un en 79 après Jésus-Christ a-t-il pu le prédire? Certaines théories suggèrent que la chambre forte était le lieu de réunion secret d'une secte scientifique d'élite opérant en marge des normes religieuses romaines, voire persécutée pour possession de connaissances interdites. Cette hypothèse a gagné en popularité après la découverte par des chercheurs d'un rouleau de papyrus enduit dans l'un des coffres. L'encre était composée de cinéabars rares mélangés à de l'or filigrané, et l'étrange écriture sténographique du rouleau semblait décrire un système de mesure du temps basé sur la dérive sidurienne, un terme que seule l'astrophysique moderne définit précisément. Tandis que les conservateurs s'emploient avec précaution à dérouler les rouleaux restants, les spéculations vont bon train. Cette voûte était-elle la dernière bibliothèque secrète de Pompéi? Un laboratoire scientifique dissimulé dans une chambre de villa ou un lieu encore plus ancien que la ville elle-même réaménagée par ceux qui craignaient sa disparition? Une seule chose est sûre, pour l'instant, quelqu'un a déployé des efforts considérables pour cacher cette pièce à l'histoire. Et il y est presque parvenu avant que les rouleaux ne soient finalement mis au jour. Les rouleaux interdits dans le chiffre de la flamme. Après avoir soigneusement extrait les coffres noircis, les conservateurs ont découvert plus de 30 rouleaux de papyrus, certains scellés dans des tubes de cuivre, d'autres non, mais miraculeusement préservés grâce à l'isolation hermétique de la pièce et à son orientation à l'écart du souffle thermique de l'éruption, contrairement aux rouleaux carbonisés d'Herculaneum. Ceux-ci n'étaient pas fusionnés en blocs de carbone.
Au contraire, elles présentaient une étrange résistance à la dégradation. Les premières analyses d'encre ont révélé que les scribes utilisaient un mélange rare d'oxyde de fer gallique et d'oxyde de plomb, des composés métalliques qui se sont avérés légèrement magnétiques. Ce détail serait passé inaperçu sans un rebondissement surprenant. Lorsqu'un rouleau a été placé près d'un scanner IRM haute puissance au laboratoire de conservation de Naples, il a déclenché une distorsion électromagnétique momentanée. Cela ne devrait pas arriver. La signature magnétique de l'encre ne devrait pas être suffisamment puissante pour perturber le fonctionnement des appareils médicaux modernes. Pourtant, c'est ce qui s'est produit. Et cela a mené à la découverte suivante, et si l'encre avait été conçue délibérément pour interagir avec autre chose que du simple parchemin. C'est alors que les chercheurs ont commencé à scanner les rouleaux grâce à un procédé appelé imagerie multispectrale, superposant les rayonnements infrarouges, ultraviolets et même terahertz pour révéler des inscriptions invisibles. Leurs découvertes ont fait la une des journaux internationaux. Les rouleaux n'étaient pas écrits en latin ni en grec, comme on s'y attendait, mais dans un mélange d'osque de grec et d'une troisième langue encore non identifiée. Cette écriture inconnue a conduit certains épigraphistes à la nommer le chiffre de Pompéi. L'écriture est faite de spirales de boucles et de rapports mathématiques. Un symbole revient fréquemment un triangle inscrit dans un cercle dont les rayons s'étendent vers l'extérieur, étrangement similaire aux représentations de l'œil de la Providence datant de la Renaissance. Mais l'indice le plus fascinant réside peut-être dans la mention récurrente des gardiens de la flamme, une prétendue confrérie de prêtres astronomes romains et étrangers qui croyaient que l'éruption du Vivius n'était pas aléatoire mais cyclique. Les rouleaux font référence à ce qu'ils appellent la séquence d'éveil, une période marquée par des alignements célestes, une activité sismique accrue et un profond malaise psychologique. Une traduction aujourd'hui largement débattue suggère même qu'un feu purificateur de la montagne se rallumerait tous les 12 ans. Plus troublant encore. Un rouleau contient ce qui semble être des coordonnées non pas de Pompéi, mais d'une région montagneuse de l'Albanie actuelle. Les archéologues ont recoupé ces données et découvert un réseau de grottes dont l'existence était longtemps restée secrète, présentant des traces de gravures murales de l'époque romaine encore inexplorées. Ce réseau est-il lié au même groupe? Faisait-il partie d'un réseau transcontinental? Par ailleurs, un parchemin à moitié déchiffré laisse entendre que l'ori de bronze découvert précédemment faisait partie d'une paire. Le second dispositif, d'après le texte, n'était pas destiné à l'observation, mais à l'invocation. Qu'il s'agisse de calculs astronomiques ou de quelque chose de plus métaphysique, nul ne peut l'affirmer avec certitude. Une chose est sûre, celui qui a rédigé ces rouleaux possédait des connaissances en astronomie, en magnétisme, en géométrie et même en cryptographie bien supérieures à ce que l'on supposait jusqu'alors pour le monde romain. Cette constatation a pris une importance accrue après les découvertes faites par les conservateurs à l'intérieur des coffres noircis, leurs squelettes sans cendres dans les poumons. Lorsque les chercheurs ont porté leur attention sur le squelette solitaire trouvé à l'intérieur de la crypte de Pompéi, ils s'attendaient à trouver une autre histoire tragique figée dans le temps volcanique. Mais leur découverte n'ont fait qu'épaissir le mystère, contrairement aux milliers d'autres victimes de Pompéi, dont les derniers instants furent marqués par des brûlures à vif, des murs effondrés et des voies respiratoires brûlées et remplies de cendres. Cet individu ne présentait aucun signe de traumatisme thermique. Plus troublant encore. Un examen détaillé de la cage thoracique et des sinus n'a révélé aucune trace de cendres volcaniques ni de suie dans les poumons. Comment est-ce possible? Pompéi fut enseveli sous des nuées ardentes, des avalanches de gaz et de cendres atteignant des températures supérieures à 500 degrés Celsius et se déplaçant plus vite qu'un cheval au galop. La chaleur à elle seule suffisait à vaporiser les organes internes et à vitrifier le cerveau, comme cela fut notamment découvert chez une autre victime près de la bibliothèque d'Herculanum. Pourtant, l'homme à l'intérieur de la crypte entouré de pierres scellées par les cendres était intact. Son squelette était droit, ses os non déformés par la chaleur, ses dents encore serrées. Il n'était pas mort lors de l'éruption. Ce simple détail a donné une autre orientation à l'enquête. Les analyses isotopiques médico-légales ont révélé quelque chose d'inhabituel. L'homme avait grandi loin de Pompéi, probablement au Proche-Orient, peut-être en Judée ou en Syrie, d'après les taux de strontium retrouvés dans ses dents. Et pourtant, il avait été enterré seul, profondément enfoui sous une villa privée. Les tests ADN ont apporté un autre indice. La lignée maternelle de cet homme remontait à un haplogroupe fréquent chez les prêtres de l'Égypte antique et encore plus rare dans l'Empire romain, son régime alimentaire.
composé de protéines maigres d'herbes méditerranéennes et sans porc suggère par ailleurs une discipline rituelle ou religieuse. Ce n'était ni un serviteur, ni un citoyen, ni un commerçant. C'était quelqu'un d'autre. Était-il l'auteur des rouleaux, un gardien du caveau ou quelque chose de plus symbolique? Une offrande humaine conservée aux côtés d'outils sacrés pour un droit cosmologique oublié, plus troublant encore. Lorsque les chercheurs ont reconstitué sa dernière position grâce à un logiciel d'analyse de l'articulation osseuse, ils ont découvert qu'il ne se recroquevillait pas et ne se protégeait pas. Il était à genoux, les mains jointes sur la poitrine, le visage levé. Certains y ont vu une prière, d'autres une soumission. Mais cette posture n'était pas forcée, elle était délibérée. Il est possible qu'il soit mort en méditant ou qu'il se soit volontairement enfermé dans la chambre, anticipant une catastrophe apocalyptique. Cette découverte a déclenché une avalanche de théories. Cette chambre forte était-elle plus qu'un simple laboratoire secret? Aurait-elle pu servir de bunker rituel, un espace réservé à ce que les textes anciens appelaient parfois l'inversion des cieux? Certains chercheurs ont établi des parallèles avec les temples mitraïques et les sanctuaires du feu zoroastrien où les prêtres s'enfermaient pour communier avec les étoiles. Cet homme aurait-il pu entrer dans la chambre forte en espérant survivre à l'éruption? Ou bien accomplissait-il un serment de protéger le savoir jusqu'à ce qu'un lointain avenir le redécouvre? Pourtant, le mystère ne s'arrêtait pas à sa posture ni à son passé. Ce qui gisait près de lui sur les murs et les parchemins laissait présager quelque chose de bien plus étrange, quelque chose que même le temps ne saurait expliquer. Le symbole qui ne devrait pas exister. Parmi les éléments les plus déconcertants découverts dans la chambre forte cachée, figurait un symbole poli dans le bronze gravé sur les rouleaux, et même peint en filigrane sur un mur avec un pigment qui se révélait sous la lumière UV. Au premier abord, il semblait vaguement géométrique. Une étoile à 6 branches inscrite dans un anneau et flanquée de ce qui semblait être des glyphes planétaires. Mais lorsqu'un professeur d'archoastronomie a comparé les angles internes et les rapports de raies des étoiles aux cartes stellaires connues, il a fait une découverte stupéfiante. La formation reflétait la grande conjonction planétaire de 2043, un alignement céleste rare qui se produira encore dans plusieurs décennies. Cet alignement n'est pas qu'un symbole. Selon les calculs orbitaux de l'Observatoire européen austral, cette configuration précise ne se produira qu'une fois tous les 13 ans. Comment une secte de l'époque romaine aurait-elle pu établir ce schéma avec une telle précision? Certains ont évoqué une coïncidence. D'autres, en revanche, ont suggéré une explication bien plus radicale. Le créateur de ce symbole aurait eu connaissance des cycles processionnels, une lente oscillation de l'axe terrestre. Découverte seulement par Hipparchus au 2e siècle avant Jésus-Christ et rarement comprise même des siècles plus tard. Le symbole a également été découvert gravé sur une étrange plaque de cuivre incrustée dans le sol de la chambre forte. Lorsque les métallurgistes ont effectué des analyses spectrographiques, ils ont été stupéfaits de trouver des traces d'iridium et d'osmium, des éléments plus courants dans les météorites que dans la croûte terrestre. La structure de l'artefact présentait également des traces de travail à froid, c'est-à-dire une forme réalisée sans chauffage. Une telle métallurgie n'aurait pas dû être possible au 1er siècle. Nous n'avons aucune preuve qu'ils en étaient capables, a déclaré la docteure Alisa Montani de l'Institut archéologique de Naples. Mais elle est là, elle existe. Plus étonnant encore était ce qui se cachait sous le symbole au sol. Le sol sous la plaque de cuivre était soigneusement composé non pas de béton romain, mais de cristaux de quartz broyés et de couches de poudre de magnétite disposées en cercles concentriques. Cette découverte a suscité une avalanche de spéculations, tant en ligne que dans le milieu universitaire. S'agissait-il d'une chambre de résonance d'un dispositif énergétique primitif, ou peut-être, comme le suggérait une théorie marginale, d'un verrou calendaire conçu pour ne s'ouvrir ou s'activer que lors d'alignements planétaires spécifiques? Les sceptiques se moquaient de cette idée jusqu'à ce qu'une expérience récente change la donne. Lorsqu'une équipe de chercheurs a recréé une maquette à l'échelle du motif des symboles en utilisant les mêmes matériaux et l'a exposé à des fréquences comprises entre 165 et 200 Hz. Ils ont remarqué la formation d'un motif de vibration distincte dans la couche de quartz. En physique, on parle de signature cymatique. Le motif correspondait presque parfaitement à la forme du symbole, ce qui signifie que la structure réagissait à des fréquences sonores spécifiques. Elle était conçue pour entrer en résonance, mais dans quel but les théoriciens s'interrogent. Certains suggèrent qu'il servait à amplifier les observations astronomiques, peut-être en lien avec la résonance planétaire.
D'autres pensent qu'il était peut-être lié au hasard rituel, permettant d'accéder à des états de conscience modifiés chez le gardien agenouillé au-dessus. Mais une phrase inscrite sur le couvercle intérieur d'un coffret à rouleau revient sans cesse dans les discussions récentes. Quand la flamme reviendra, la porte s'ouvrira. Quelle flamme? Quelle porte? Et pourquoi ne devait-elle être ouverte qu'après des milliers d'années? Quel que fût le véritable but de cette chambre forte scientifique, spirituelle ou autre? Il est clair que ceux qui l'ont construite ne se contentaient pas d'observer les étoiles. Ils attendaient quelque chose, le couloir des échos. Alors que les chercheurs s'interrogeaient encore sur l'étrange motif de résonance sous la plaque de cuivre, l'imagerie sismique de la voûte révéla un passage étroit s'enfonçant plus profondément sous terre, un tunnel si précisément creusé qu'il semblait presque usiné. Les archéologues le baptisèrent le couloir des échos après avoir constaté un phénomène troublant. Chaque mot prononcé à l'intérieur résonnait non pas comme un écho, mais comme une note harmonique, un son qui semblait leur répondre. Ce couloir haut de seulement 1 mètre s'étendait sur près de 40 mètres sous le quartier sud de Pompéi, creusé dans du tuff volcanique solidifié après l'éruption. Mais contrairement à la maçonnerie romaine qui utilisait généralement du mortier et des briques, les murs y étaient ici parfaitement lisses, comme fondus pour leur donner leur forme. Les scientifiques soupçonnaient initialement une activité géothermique ancienne, mais la spectroscopie n'a révélé aucun signe d'altération thermique. Les parois étaient composées d'un mélange inhabituel de calcite de cendre et de silicite vitreuse, la même composition que celle des fulgurites. Des conduites naturelles se formaient lorsque la foudre frappait le sol. Pour tester l'acoustique du couloir, des ingénieurs de l'Université de Naples y ont installé des microphones ultrasensibles. Lorsqu'une fréquence unique de 174 Hz, la fréquence de guérison selon certaines théories sonores modernes, était diffusée à une extrémité. Le couloir l'amplifiait 3 fois à l'autre, produisant un bourdonnement étrange qui persistait même après l'arrêt de la source sonore. La réverbération durait 46 secondes, bien plus longtemps qu'un écho normal. Le son, comme le décrit un chercheur, semblait vivant. Plus loin, au bout du couloir, ils découvrirent quelque chose d'encore plus étrange, une porte en basalte scellée. Sa surface était recouverte d'une fine couche de verre volcanique, parfaitement lisse à l'exception d'une unique rainure en spirale. Dans cette rainure était incrustée de la magnétite en poudre, le même matériau magnétique que celui trouvé sous le symbole du coffre-fort. Lorsque des magnétomètres furent introduits, les instruments enregistrèrent des pics violents. Le champ magnétique à l'intérieur du tunnel était 20 fois plus puissant que celui de la roche environnante. C'est alors qu'un historien de l'art remarqua une inscription à peine lisible près de la base de la porte. Bien qu'érodés, quelques mots de latin étaient encore lisibles. Vox clavis et astra est. La voix est la clé des étoiles. Cette phrase a donné naissance à une nouvelle hypothèse. Le couloir aurait été conçu comme une sorte de clé acoustique, une chambre où le son lui-même pouvait déclencher un mouvement ou un accès. Après tout, les ingénieurs de l'Antiquité maîtrisaient l'art de la résonance et de l'hydraulique. Les Grecs avaient construit des théâtres capables d'amplifier un murmure. Les Pompéiens, ou un ordre secret parmi eux, aurait-il pu porter cette maîtrise à un niveau supérieur? La porte de basalte, comme on l'appelle désormais, demeure scellée. Les archéologues hésitent à utiliser des forêts ou des explosifs de peur de détruire ce qui se trouve derrière. Mais un radar à pénétration de sol a détecté un vide derrière elle, de la taille d'une petite pièce avec d'importantes signatures métalliques en son centre. Ce qu'il renferme, chambre rituelle, instrument astronomique, ou quelque chose qui défie toute catégorisation, reste un mystère. La pièce qui ne devrait pas exister. Après des mois d'études des anomalies magnétiques au-delà de la porte en basalte, les chercheurs ont décidé d'utiliser une méthode d'imagerie non invasive appelée tomographie muonique, la même technologie de balayage des rayons cosmiques utilisée pour cartographier les chambres internes des pyramides d'Égypte. Ce qu'ils découvrirent stupéfia tout le monde. Le vide derrière la porte en basalte n'était pas une petite chambre comme on l'avait d'abord cru, c'était un cube parfait, mesurant précisément 9 mètres de côté et aligné sur le nord géographique à moins d'1 degré près. Sa perfection géométrique défiait les outils connus des ingénieurs romains. À l'intérieur du cube, les scanners détectèrent 4 piliers verticaux disposés en carré, chacun doté d'un noyau métallique dense. Entre eux, en leur centre même, se trouvait un objet sphérique d'environ 1 mètre de diamètre, émettant une signature électromagnétique faible mais stable. Lorsque les données de numérisation furent traitées pour produire des rendus tridimensionnels, un détail glaçant apparut.
Les piliers et la sphère étaient reliés par de fins canaux comme conçus pour la circulation de fluides ou d'énergie, pour certains membres de l'équipe. La structure ressemblait étrangement à celle d'un condensateur moderne, un dispositif qui stocke des charges électriques. Mais cela était censé dater du 1er siècle après Jésus-Christ. La précision mathématique du petit n'a fait qu'épaissir le mystère. Chaque dimension, hauteur, largeur et même la distance entre les piliers correspondait à des rapports présents dans les solides de Platon. Ces formes géométriques de la Grèce antique que l'on croyait représenter les éléments constitutifs de l'univers, et lorsque l'orientation de la chambre fut cartographiée par rapport aux étoiles, telles qu'elles apparaissaient la nuit de la destruction de Pompéi en 79 après Jésus-Christ, son axe nord-sud s'alignait exactement avec la constellation de la Lyre, symbole antique de la musique et de l'harmonie divine. Certains archéologues ont avancé une explication plus plausible. Il pourrait s'agir d'une expérience romaine sur le son et le magnétisme, ou d'un atelier oublié de philosophes influencés par le mysticisme pythagoricien. Mais d'autres, dont la géophysicienne Helena Vasari, n'étaient pas convaincus. Cette structure était scellée des siècles avant l'éruption, a-t-elle fait remarquer. Les couches volcaniques qui la recouvrent sont intactes. Quelle que soit sa nature, cet objet existait bien avant Pompéi telle que nous la connaissons. Pour compliquer encore les choses, la sphère métallique au centre de la chambre émettait un faible bourdonnement à peine audible à l'oreille humaine mais mesurable avec des instruments de précision. Sa fréquence de 432 Hz correspond à la résonance naturelle de la Terre et à une musique dont on suppose qu'elle s'harmonise avec les vibrations de l'univers. Suite à une décision qui a suscité une vive polémique, les autorités italiennes ont suspendu les fouilles du site jusqu'à ce que la stabilisation complète du sol volcanique soit assurée. Des documents divulgués laissent entendre qu'avant de sceller à nouveau la chambre, les chercheurs ont introduit une sonde d'imagerie thermique par un micro-orifice. Celle-ci n'a enregistré que 6 secondes de vidéo avant de tomber en panne, révélant une surface réfléchissante à l'intérieur comme du métal liquide ondulant au ralenti. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit simplement de mercure minéralisé utilisé par les Romains lors de rituels et d'expériences. D'autres murmurent que ce miroir est tout autre chose. Un dispositif destiné à réfléchir non pas la lumière, mais le son ou l'énergie. Qu'en pensez-vous? Abonnez-vous.